Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo de probabilité, un exercice, enfin plusieurs exercices corrigés. On va dire que l'ensemble, ça ferait voilà, une sorte de un sujet d'examen, un type. Alors, concernant quoi? Eh bien, nous allons parler de variables aléatoires continues, de vecteurs aléatoires continus, de lois de probabilité continues, etc. Donc, je m'adresse à des étudiants, bien sûr, à peu près de 3e année, hein, après le bac. Comme d'habitude, vous avez la liste des exercices, on va l'appeler le sujet en description, en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien. N'hésitez pas à mettre sur pause pour le faire d'abord par vous-même si vous le désirez, ou bien simplement pour lire tranquillement l'intégralité de l'énoncé. Alors, oui, il n'y a qu'un exercice, mais il y a plusieurs parties. Et on vous dit bien sûr que chaque partie peut être traitée séparément. Alors, première partie. Vous avez décidé de vous acheter un ordinateur portable. Connaisseur, vous souhaitez en acheter un de la marque Placarbo, la meilleure, dit-on, sur le marché. Vous allez donc chez Pâtissier, grande surface spécialisée dans l'électroménager, le hi-fi, le multimédia, pour vous informer. Vous souhaitez en acheter un de petite taille, moins de 25 cm de longueur, pour pouvoir le transporter facilement, et votre budget n'étant pas extensible, vous ne pouvez pas dépenser plus de 1500 € pour vous l'acheter. Alors gardez ces deux informations, bon, moins de 25 cm, on en aura moins besoin, mais surtout la dépense là, de 1500 €, surlignez-la si vous avez imprimé le sujet, sinon gardez-la bien en tête. Le vendeur vous affirme que l'adage selon lequel plus un ordinateur est petit, plus il coûte cher, n'est pas vrai chez Placarbo. Vous souhaitez toutefois le vérifier par vous-même. Soit X, la taille en décimètres des ordinateurs Placarbo, soit Y, leur prix en milliers d'euros. Vous connaissez la fonction de densité du couple XY. Donc f de XY est égal à 1 tiers de X facteur de Y moins 1. On vous dit que X appartient à l'intervalle 2, 4 et Y, pardon, à l'intervalle 1, 2. Première question, vérifiez que f de x, y est bien une fonction de densité. Alors, pour que f soit une fonction de densité, trois conditions doivent être respectées. Ok? Et c'est toujours comme ça. Hein. Trois conditions doivent être respectées pour que l'on puisse qualifier une fonction de densité de probabilité. La première, c'est que f doit être intégrable. C'est-à-dire que nous puissions déterminer des intégrales. Bon, c'est le cas. Hein. F a une forme polynomiale. Ok, donc pas de souci, c'est le cas. F a une forme polynomiale de degré 1, hein, si vous voulez préciser. La deuxième condition, c'est que la fonction de densité doit être positive. Alors, vérifions-le. On sait que x, on vous dit, il appartient, je vais y arriver, x appartient à l'intervalle 2, 4, et y appartient à l'intervalle 1, 2. Bon, on est sûr que 1 tiers de x, c'est toujours positif. Ouais. Un tiers multiplié par une valeur entre 2 et 4, c'est positif. Alors y, y moins 1. Y moins 1 est positif si y est plus grand que 1. Bah, c'est le cas, puisque le domaine de définition de y, c'est 1, 2. Donc c'est bon, on a bien vérifié que f de x, y, la fonction de densité, était positive.
Et la dernière condition, pas des moindres, il faut que la double intégrale sur le domaine de x et sur le domaine de y de f de xy, dx, dy, est égale à 1. Et oui les amis, on va devoir le prouver. J'ai presque envie de dire que c'est peut-être la question la plus difficile de l'exercice. Sincèrement. On n'est pas habitué, hein, avec les doubles intégrales, il faudra faire attention. Ça va, hein? Donc respectez toujours ces 3 conditions et c'est OK. Bien sûr, on va prouver la dernière. Ne l'écrivez pas comme ça, et puis ciao, je continue l'exercice. Hein. Bon, mais mettez sur pause hein, pour recopier. Alors, je ne vais pas écrire trop grand, hein, parce que sinon je n'aurai pas beaucoup de place. Donc, l'intégrale sur donc, dx de 4, intégrale 1, 2, de 1 tiers de x, facteur de y moins 1, dx dy. Alors, vous allez choisir. Soit vous commencez par la première, soit par la deuxième. Si vous commencez, on va commencer par la deuxième. Ok, regardez bien, hein, au pire vous rembobinez après pour recopier tranquillement. Si je prends la deuxième, je suis sur dy. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir déterminer l'intégrale de ça par rapport à y. Concordance entre le domaine et le choix de la variable que l'on va primitiver, hein, on pourrait le dire comme ça. Autrement dit, donc l'intégrale de 4 va rester. Oui. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez déterminer la primitive de f par rapport à y, puisque nous travaillons d'abord sur le domaine de y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y, c'est la variable. Donc le reste, c'est de la constante. Donc x est une constante, 1 tiers est une constante, moins 1 est une constante. Si vous avez du mal, développez la fonction. On peut écrire aussi la fonction 1 tiers de xy moins 1 tiers de x. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Donc je vais primitiver ça par rapport à y. La constante, est-ce qu'elle reste ou elle part? Une constante multiplicative reste toujours. Je dois primitiver y. Bah, c'est y2 sur 2. Alors imaginez-vous qu'un tiers de x soit 2. Ça, c'est une constante, ça vaut 2. Quelle est la primitive de 2 par rapport à y? Eh bien, c'est 2y. Donc, constante fois y. Entre donc l'intervalle, oui, c'est ça, entre 1 et 2, quoi, plutôt, on va dire ça comme ça. Et n'oubliez pas le dx qui reste à la fin. Si vous préférez, là, j'ai commencé par déterminer l'intégrale de y. On va dire ça simplement comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu'après, j'ai encore x derrière à faire. Hein. Donc, ça va donner l'intégrale de 2 à 4. Alors, on remplace, hein, je vous rappelle la formule, vous remplacez y d'abord par 2, puis y par 1. Tout doit être fait par rapport à y. La détermination de la primitive doit être faite par rapport à y. Le calcul de la primitive doit être fait par rapport à y. Donc, on remplace y par 2. Alors, allez-y doucement, 2 au carré, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, ça fait 2x sur 3. Moins 1 tiers de x fois 2. Donc, on peut dire que ça fait aussi 2x sur 3. Hein. Pareil, vous l'écrivez comme vous voulez. Hein. Moins, attention, je mets des parenthèses pour faire attention au signe. Et maintenant, je remplace y par 1. 1 au carré, ça fait 1. 1 demi. 1 demi fois 1 tiers. 1 sixième. Donc, on aura du x sur 6. Moins, bah, si je remplace y par 1, il reste 1 tiers de x. Dx.
allez voir, ça se simplifie bien, regardez. 2x sur 3 moins 2x sur 3, ça disparaît. Oui. Donc intégrale de 2 à 4, 2, on va y aller doucement. Moins x sur 6, plus, attention, hein, moins, plus, alors un tiers de x, vous pouvez l'écrire x sur 3 aussi. X sur 3, ça fait 2x sur 6. Vous multipliez par 2 en haut et en bas pour avoir le même dénominateur. Autrement dit, on aura moins x plus 2x. Sur 6, ça fait x sur 6. En fait, dans les questions suivantes, on va devoir le refaire, mais sachez que x sur 6, c'est déjà la densité marginale de x. Mais c'est pas grave, on va le refaire pour s'entraîner. Mais retenez bien que ce x sur 6, on va le retrouver dans les questions suivantes. Et c'est logique. Et maintenant, je dois faire l'intégrale par rapport à x. Alors, donc je dois d'abord déterminer, vous êtes d'accord avec moi là, primitive, hein, entre 2 et 4. Alors, x sur 6, je dis, c'est 1/6 de x. Le 1/6, il va rester, la constante multiplicative reste. Et la primitive de x, x2 sur 2. Entre 2 et 4. Et là, j'ai plus de dx, j'ai plus d'intégrale, il suffit juste que je calcule ça. Alors, normalement j'aurai la place. Donc vous remplacez d'abord x par 4. 4 au carré, 16. 16 divisé par 2, 8. Donc ça nous fait du 8/6. Moins 2 au carré, 4. 4 sur 2, 2. Et 2/6. Oui, ça va? Ce qui fait 6/6. C'est bien 1. Je vous dis, c'est la question la plus difficile. Mais vraiment, vous allez le constater par vous-même. Il y a peut-être quoi aussi. Ouais, c'est vraiment. Voilà, c'est QFD. F de xy est bien une fonction de densité. Ça va? Mettez sur pause. Bien sûr, pour ceux qui ont du mal avec les primitives, etc., exercez-vous. Hein. Vous reprenez vos cours de terminale et puis vous bûchez les primitives et ça devrait aller. Bien, question suivante. Calculer les densités marginales. Alors justement, vous allez voir, on va retrouver des résultats. Alors, il y en a deux. On va commencer par la densité marginale de x. F de x point. C'est comme ça qu'on la note. Hein. Donc, densité marginale de x. C'est quoi? C'est l'intégrale sur le domaine de, attention, y. On prend l'autre domaine de f de x, y. Et donc, je travaille avec y comme variable. Puisque j'ai le domaine de y, je travaille avec y. Vous comprenez maintenant ça, la concordance? Ça peut paraître bizarre, hein, mais c'est comme ça. Ça s'explique, hein, mais c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc, je dois calculer l'intégrale. C'est bien 1, 2, je vérifie quand même, oui. 1 et 2. On va l'écrire comme ça, la fonction 1, sous sa deuxième forme. Donc, 1 tiers de xy moins 1 tiers de x dy. Ça, normalement, vous allez dire, bon, on l'a déjà fait dans la question précédente. Eh oui, on l'a déjà fait. C'est le calcul de la première intégrale. Mais c'est pas grave, on va le refaire. On pourrait dire que ça fait x sur 6, mais voilà.
Donc, mettez sur pause pour le faire par vous-même. Y est ma variable, donc x est une constante, donc primitive. Les constantes multiplicatives restent, donc 1/3 de x reste. Primitive de y2 sur 2. Ok. 1/3 de x est une constante. La primitive d'une constante, c'est la constante multipliée par la variable. Et vous remplacez y par les valeurs 2 et 1. Donc vous commencez toujours par la plus grande, je l'ai dit, ensuite la plus petite. Donc on y va. 2 au carré, 4. 4 divisé par 2, 2. Ça fait 2x sur 3. Moins. Ici, on remplace y par 2. Donc 2 fois 1/3, ça fait 2/3. Donc ça fait aussi 2x sur 3. Ok. Donc ça, c'est grand F de 2. Moins. On remplace maintenant par 1. 1 demi. 1 demi fois 1/3, 1 sixième, fois x, fait x sur 6. Ou 1 sixième de x. Ou 1 sixième de x. Moins 1/3 de x, x sur 3. Les 2/3 s'annulent. Et là, en fait, on retrouvera bien x sur 6. Voilà la densité marginale de x. La fonction de densité marginale. Alors, la fonction de densité marginale de y, eh bien, on l'écrira f de point y. Et vous doutez bien que c'est l'inverse. Alors oui, en description, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de dire, en description, vous avez un second lien, peut-être que certains ont déjà cliqué dessus, c'est un tableau récapitulatif on va dire, de 80% des formules mathématiques que vous devez connaître concernant les vecteurs continus. Et en plus, ce qui est bien sur ce fichier, c'est que dans le tableau, de l'autre côté, vous avez toutes les formules pour les vecteurs discrets. Mais normalement, vous avez déjà vu les vecteurs discrets avant d'avoir vu là, les vecteurs continus. Okay, donc vous avez à peu près 80% des formules mathématiques qu'il faut connaître. Donc là, ça, c'est dans le tableau, hein, si vous regardez. Donc on fait l'intégrale cette fois-ci par rapport à dx. Et on va primitiver. Moi, ça n'existe pas, mais je dis que ça pour simplifier. Et on va primitiver par rapport à x. Donc l'intégrale entre 2 et 4, on va prendre aussi la forme développée, 1/3 de xy ou 1/3 de dx. Ça peut vous paraître anodin, mais n'oubliez pas le dx. On a tendance à dire, oh, c'est bon, on sait qu'on primitive par rapport à x, on va pas toujours le dire. Bah ouais, mais si, c'est comme ça, esthétiquement, il faut toujours le mettre. Alors, primitive. Donc x devient ma variable. Y est donc une constante. Donc 1/3 de y, c'est une constante multiplicative. Donc elle reste. La primitive de x, x carré sur 2. Moins, primitive de 1/3 de x, 1/3 reste. Et la primitive, x carré sur 2. Et ça, entre 2 et 4. Donc, on va d'abord remplacer x par 4. Donc on y va. 4 au carré, 16. 16 divisé par 2, 8. Donc on aura 8y sur 3. Ça va? 8y sur 3. Moins, on remplace encore x par 4. Donc 4 au carré, 16. 16 divisé par 2, 8. Donc moins 8 tiers. Voilà, ça c'est pour le 4. Moins, et maintenant je remplace x par 2. 2 au carré, 4. 4 divisé par 2, 2. Et 2y sur 3. Ou 2 tiers de y.
moins 2 au carré, 4. 4 divisé par 2, 2. Donc moins 2 tiers. Alors on peut regrouper, regardez. On peut faire 8y sur 3 moins 2y sur 3. On peut, puisque c'est le même dénominateur. Donc 8y moins 2y, ça fait 6y. 6y sur 3, 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc j'ai 2y. Moins 8 tiers plus 2 tiers. Moins 8 plus 2, moins 6 tiers. Moins 6 tiers, moins 2. Et voilà, c'est fini. Ça va? Bien. Voilà, on a les densités marginales. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le vendeur a-t-il raison de dire que chez Placargo, il y a indépendance entre le prix et la taille des ordinateurs? Nous devons donc nous demander s'il y a indépendance entre X et Y. Voilà, la question qu'on doit se poser. Alors on va utiliser une propriété de l'indépendance. Regardez bien. X et Y sont indépendantes. Alors quand on met deux SI comme ça, c'est si et seulement si. Si et seulement si. Donc X et Y sont indépendantes. Si et seulement si. F de X, Y. Donc la fonction de densité totale est égale au produit des densités marginales. C'est-à-dire que si F de X, Y est égal à F de X point multiplié par F de point Y. Le si et seulement si implique une double implication. Ça veut dire que ça va dans les deux sens. Si vos variables sont indépendantes, alors l'égalité est confirmée. Mais si l'égalité est confirmée, alors il y a indépendance. Vous comprenez? Ça va dans les deux sens. Eh bien, si on arrive à prouver ça, on aura prouvé que X et Y étaient indépendantes. Si c'est pas égal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X et Y sont dépendantes. Tout simplement. F de X, Y, je connais. On nous l'a donné depuis le début de l'exercice. Donc ce qu'il faut, c'est que je multiplie les densités marginales. Ça tombe bien, je les ai déterminées juste au-dessus, juste avant. Donc c'était x sur 6 multiplié par 2y moins 2. Bon, à vue d'œil comme ça se voit pas forcément que c'est égal, mais on va développer, on verra bien. Attention, hein. Ne partez pas du présupposé que c'est forcément égal. Toutes variables ne sont pas indépendantes. Hein. Là, on vérifie. Alors, on va développer donc x sur 6 multiplié par 2y. Ça fera 2xy sur 6. Ouais. Moins 2x sur 6. Ok. 2 sur 6, ça fait combien ça? Si on divise par 2, ça fait 1 tiers. Donc on a 1 tiers de xy moins 1 tiers de x. Oh. C'est exactement ma fonction de densité. Donc c'est bien égal à f de xy. Vous pouvez factoriser par 1 tiers de x, si vous voulez. Mais
c'est pareil, on retrouvera de toute façon avec 2xy. Bien. Donc c'est indépendant. Yes. Il y a une deuxième sous-question, si vous regardez dans la question, en déduire la valeur de la covariance de xy. Alors attention ici, je vais le noter ici. Si x et y sont indépendantes, comme ici, on est bien d'accord, qu'elles sont indépendantes, alors la covariance de xy est égale à 0, tout simplement. Donc en déduire la valeur de la covariance, étant donné que x et y sont indépendantes, la covariance est nulle. Mais attendez, je veux rajouter effectivement une remarque. Vous avez vu ma flèche? Elle va dans un seul sens. Et oui, vous ne pouvez pas prétendre que les variables sont indépendantes si la covariance est nulle. Ce n'est pas suffisant. Autrement dit, si, je ne sais pas, on vous donne un exercice et qu'on vous dit que la covariance est égale à 0 et qu'on vous demande est-ce que les variables sont indépendantes, en aucun cas vous ne pouvez répondre à cette question. L'indépendance implique la nullité de la covariance, mais la nullité de la covariance n'implique pas forcément l'indépendance. On est d'accord? Pour prouver l'indépendance, vous passez par ça. Ça, c'est une condition nécessaire et suffisante. C'est pour ça qu'elle va dans les deux sens. Vous comprenez? Voilà, donc la covariance est nulle. Bon, on aurait pu calculer la covariance, mais c'est pas demandé dans l'exercice, premièrement. Mais ça aurait été très très long. Par contre, je peux donner la formule quand même de la covariance pour ceux qui veulent la noter comme ça, en dessous. La covariance, c'est l'espérance de xy moins le produit des espérances. Vous comprenez pourquoi c'est un petit peu effrayant. Bon, ça nous aurait demandé peut-être 10 minutes de calcul, hein, juste pour calculer la covariance. Et de vérifier qu'elle est bien égale à 0, mais là on nous demande de la déduire, donc ça va. En fait, on aurait 1, 2, 4 intégrales à calculer avant de trouver la valeur. Bon, it's ok. Alors, c'est quoi ensuite? Calculer, question 4. Calculer le prix moyen d'un ordinateur Placargo et sa variance. Alors, le prix moyen, vous avez vu, il y a le terme moyen. En probabilité, ça fait référence à une espérance. Donc, nous devons calculer l'espérance. Mais de x ou de y? Bah, on veut le prix. Le prix est donné par la variable y. Donc, nous devons déterminer l'espérance de y. Ensuite, sa variance. Et ensuite, on devra calculer l'espérance de x. Donc là, entraînement au calcul d'espérance. Vous avez, dans le tableau des formules, la formule. C'est l'intégrale sur dy de la densité marginale de y multipliée par y dy. Ne soyez pas effrayés par les formules. Hein. En réalité, dans la pratique, elles sont plus faciles qu'on ne le pense. Alors, on y va tout doucement, regardez. Intégrale, donc le domaine de y, c'est 1, 2. C'est quoi la densité marginale de y? C'est 2y, moins 2. Et on multiplie par y. Et on n'oublie pas le dy. Attention, le y, il multiplie toute la densité marginale. Hein. Attention aux parenthèses. Donc c'est l'intégrale sur 1, 2, je développe 2y fois y, ça fait 2y carré. Et 2 fois y, ça fait y. dy. Je mets des parenthèses.
pour ceux qui seraient peut-être perturbés par le dy. Enfin, si vous voulez ne pas le mettre ici, parce qu'on est en train de s'entraîner entre nous tranquillement, ne le mettez pas, mais voilà, n'oubliez pas l'examen dy, dy. Au pire, vous savez ce que vous pouvez faire. Si vraiment vous êtes perturbé. Vous notez l'intégrale, vous notez la densité marginale, en fait, vous mettez de côté le dy, vous ne le mettez pas. Vous faites vos calculs, et puis ensuite vous reprenez votre calcul depuis le début, et puis vous rajoutez les dy quand c'est nécessaire. Hein, le dy, on arrête de le noter à partir du moment où on calcule la primitive. Vous voyez? Donc tout ça, là, les trois, vous ne mettez pas de dy, vous faites tous vos calculs, et puis vous remontez, et puis à la fin, vous rajoutez juste dy. Bon, voilà, ça ne change rien. Et vous allez peut-être éviter de perdre 0,5 ou 1 point. Bon, peut-être pas 1 point quand même. Alors, la primitive de 2y carré moins 2y. Bah, déjà, le 2 reste, hein, c'est de la constante. La primitive de y carré, c'est y3 sur 3. Et y, c'est y2 sur 2. Entre 1 et 2. Bon, je pense que maintenant, on a pris le rythme, là. Hein, si vous êtes là depuis le début de l'exercice. Alors, on remplace d'abord par le plus grand, donc 2. Donc 2 au cube, ça fait 8. 8 fois 2, 16. Donc ça fait 16 tiers. Et ne mettez pas d'arrondi, hein, laissez 16 tiers. Moins 2 au carré, 4. 4 sur 2, 2. 2 fois 2, 4. Moins, parenthèse. Bon, là c'est facile, ça fait 2 tiers, moins 1. Bon, vous tapez tout ça sur vos calculatrices, hein, on a compris. Et ça fait 5 tiers. Ça va? Bien, mettez sur pause. Alors, avant de calculer la variance, on va d'abord calculer l'espérance de x, puisqu'en fait, on nous demande, juste après, on nous dit calculer la taille moyenne. Donc ça, c'est l'espérance de x, puisque la taille est donnée par la variable x. Intégrale sur dx de f de x point fois x dx. Allez, je ne vais pas mettre le dx, je le mettrai à la fin. Là, je me mets en mode pour ceux qui n'aiment pas travailler avec le dx. Donc, intégrale entre 2 et 4 de x sur 6 fois x. Laissez quand même un petit espace. Oui, attendez. Je vais aller trop vite. Bon, je vais mettre en dessous. Donc, c'est l'intégrale entre 2 et 4 de x carré sur 6. Alors, primitive de x carré sur 6. Bon, le sur 6, ça fait 1 sixième en fait. Hein, c'est 1 sixième multiplié par x carré. Donc, on va laisser le 1 sixième. Et la primitive de x carré, pardon, c'est x3 sur 3. Donc, on remplace par 4. 4 au cube, ça fait 64. 3 fois 6, 18. Donc, ça fait 64 18e. Moins, on remplace par 2. Donc, 2 au cube, ça fait 8. Donc, ça fait 8 18e. Ce qui fait 56 18e. Ou 28e, peu importe. Et là, vous voyez, hop, pour les 3 lignes d'intégrale, voilà, je rajoute le dx. Alors là, on nous demande la variance. Donc, on reprend la petite question juste avant, enfin la sous-question. On nous demande la variance de y. Mettez sur pause.
Bah, la variance de y, si vous regardez le tableau de formule, bah, vous avez la formule de la variance de y. La variance de y, c'est l'espérance de y carré moins le carré de l'espérance. Je vous rappelle qu'on avait trouvé 5 tiers pour l'espérance de y. Alors, ne me mettez pas 5 tiers au carré ici. Hein. Là, oui. Le carré de l'espérance, c'est bien 5 tiers au carré. Mais là, c'est pas ça. On veut l'espérance du carré de la variable. Donc, dans le tableau, j'ai donné la formule. Donc, on va commencer par ça. D'accord? On va déterminer... ouais. Donc, on va déterminer l'espérance de y carré. Donc, c'est l'intégrale sur dy de f de point y multiplié par y carré. Je ne mets pas le dy. Donc, l'intégrale entre 1 et 2 de 2y moins 2 fois x carré. Donc, l'intégrale entre 1 et 2 de 2y cube moins 2y carré. Primitive. Le 2 reste. Y cube, c'est y4 sur 4. Moins 2, y carré, c'est y3 sur 3. 3 et 2. J'accélère un tout petit peu parce que bon, c'est la cinquième qu'on calcule. Alors, 2 puissance 4, ça fait 16. 16 divisé par 4, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. 2 au cube, ça fait 8. 8 fois 2, ça fait 16. Donc, ça fait 16 tiers. Et on remplace par 1. Bon, c'est facile. 2 quarts, ça fait 1 demi. Moins 2 tiers. Vous tapez tout ça et vous trouvez 1/18. Et là, je mets juste mes dy. Non, pardon, autant pour moi. Ça, c'est le résultat de la variance. Vérifiez en même temps que moi. Là, on va trouver 17 sixièmes. Autant pour moi. 17 sixièmes. Du coup, la variance, bah, c'est ça, moins le carré de 5 tiers. Et ça fait 1/18. Ça va? Pardon. Je pourrais me bouger de la caméra. Bon, mettez sur pause. Plus j'efface et plus je commence à effacer de plus en plus la fonction. Bon, elle est toujours visible, donc c'est pas très grave. Alors, dernière question de la partie 1, alors on vous demande. Alors là, attention. Quelle est la probabilité que vous trouviez un ordinateur qui mesure moins de 25 cm et qui ne dépasse pas votre budget? Votre budget. Alors, on veut la probabilité de, je relis, que vous trouviez un ordinateur qui mesure moins de 25 cm. La taille est donnée par x. Oui. Donc il faut que x soit plus petit, hein, moins de 25 cm. Mais pas 25. Je vous rappelle, reprenez l'énoncé. X est donné en décimètres. C'est pour ça qu'il appartient à l'intervalle de 4. L'intervalle de 4, c'est l'intervalle 20-40 en centimètres. Donc ça fait combien 25 cm en décimètres? Ça fait 2,5. Attention, hein. Donc je veux ça. Et prenez à la lettre la question. Quelle est la probabilité que vous trouvez un ordinateur qui mesure moins de 25 cm, donc moins de 2,5 décimètres? Et c'est quoi le et en probabilité? C'est une intersection.
et qui ne dépasse pas votre budget. Je vous avais dit au tout début de la vidéo qu'il fallait surligner une information dans l'énoncé, c'était le budget justement, puisqu'il est indiqué qu'on ne veut pas dépasser plus de 1500 euros. Alors c'est pareil, ne me mettez pas donc Y inférieur à 1500. Puisque Y est donné en milliers. Donc ça fait 1,5. C'est pour ça que Y appartient à l'intervalle 1-2. En fait, il appartient à l'intervalle 1000 euros, 2000 euros. Ça, il faut savoir jouer avec les unités comme ça, les conversions d'unités. C'est important. Vous voyez, donc, la question, je l'ai juste écrite de manière mathématique. Moins de 25, moins de 1500 euros. Bon, maintenant, il faut calculer ça. Et oui. Alors, on a une intersection. Ouais. Comment on peut calculer les intersections en probabilité? De plusieurs façons. On pourrait utiliser les probabilités conditionnelles, etc. etc. Mais on va pas trop s'embêter, là, les amis. X et Y sont indépendantes. On est d'accord. Donc X et Y sont indépendantes. Ce qui veut dire que l'intersection, c'est le produit des probabilités. Voilà. Voilà. On a déjà simplifié le travail. Donc calculer ça, c'est calculer ça. Parce que, attention, parce que les variables sont indépendantes. Sinon, on vous aurait, de toute façon, si ce n'était pas indépendant, on vous aurait rajouté des questions pour parvenir à la détermination de l'intersection. Vous voyez. Mais c'est pareil, comment je calcule ça? Eh bien là, il me faut ce qu'on appelle les fonctions de répartition. Donc j'ai besoin des fonctions de répartition. Pourquoi? Parce que justement, le rôle de la fonction de répartition, c'est de calculer la probabilité que x soit plus petit qu'une certaine valeur. Ça tombe bien. C'est ce que je veux. Et bien sûr, celle de y, même chose. Donc si j'ai les fonctions de répartition, je pourrais facilement déterminer les probabilités. Attention, les fonctions de répartition ne calculent que les inférieures. Donc je dois déterminer la fonction de répartition de x et la fonction de répartition de y, et je sais, la formule n'est pas dans le tableau. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez imprimé, à mettre au verso les formules qui vont suivre. Ah oui, j'y ai pas pensé. Moi, je pourrais la retravailler. Je vais voir, si j'ai le temps de la retravailler, normalement, vous verrez la formule dans le tableau. Si j'ai pas le temps de la retravailler, c'est que vous ne la voyez pas. Bon, notez ça, parce que je vais devoir effacer. Donc, on va commencer par déterminer la fonction de répartition de x. Alors, c'est l'intégrale. Donc, vous prenez la borne inférieure du domaine de définition de x. X appartient à 2, 4. Donc, on calculera l'intégrale de 2 jusque x. Jusque x de quoi? Eh bien, alors attention, je vais devoir faire un changement de variable. C'est pas très grave si vous mettez f de x point. C'est pas très grave, c'est juste que le problème, c'est que là, le x est un réel, et là, vous allez le mettre comme variable. Vous tombez sur un mathématicien, il vous dégomme. Mais ça ne va pas changer les résultats. Mais moi, je vais juste, au lieu de x, je vais devoir mettre t, qui est pendant un moment. Après, le t disparaît. Donc, f de t point, dt. C'est pas grave, vous allez voir. C'est pas grave. Alors, et on rappelle bien sûr que f de x point, donc t point, on avait trouvé t sur 6, ou x sur 6, mais là, je mets t sur 6. Donc, c'est l'intégrale de t sur 6 dt. Primitive de t sur 6, c'est toujours pareil, t c'est une variable, donc le 1/6 reste, et la primitive de t c'est t carré sur 2. Entre 2 et x.
Et là, vous allez remplacer, donc c'est toujours pareil, hein, la variable par la borne supérieure. Donc vous remplacez t par x. Et du coup, on n'aura plus de t. Le t va disparaître et on retrouvera des x. Mais sinon, c'est pas grave si vous mettez des x carrés ici. C'est pas grave. Donc ça va faire x carré sur 12, moins, vous remplacez par 2. Donc ça va faire 4 sur 2, ça fait 2, donc ça fait 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. Voilà la fonction de répartition de x. Pour y, bah c'est pareil, on fera l'intégrale. Alors la borne inférieure de y, on commence à 1, donc on ira de 1 jusqu'à y. Je rappelle, alors attendez, sinon vous allez être perturbé. Voilà. Notez d'abord, notez ça, hein, mettez sur pause pour avoir tout noté et concentrez-vous sur celle-ci. Donc je rappelle que la fonction marginale de y, c'était 2y moins 2. Et moi je vais juste mettre 2t moins 2. C'est tout, hein, dt. Le t disparaîtra, on aura du y. Bon, la primitive. Bon, maintenant on a compris, bon ça va faire t carré moins 2t. Et on remplace t par y, donc y carré moins 2y, moins, alors attention, hein, moins, donc vous remplacez par 1, ça fera 1 moins 2, ça fait moins 1. Et moins 1, ça fait 1. Donc ça fait y carré moins 2y plus 1. Voilà la fonction de répartition de y. Moi, je vais pouvoir mettre les calculs sans effacer. Pourquoi? On cherchait P de x inférieur à 2,5. Eh bien, il suffit de calculer grand F de 2,5. C'est la fonction de répartition, c'est grand F de petit x. Donc vous remplacez ici par 2,5. Bon, j'ai pas fait le calcul, je suis désolé. Mais ça doit pas être très difficile. 2,5 c'est 5 demi. Donc ça fait 25 quarts sur 12. Donc ça fait 24 48e. Moins un tiers. Voilà, vous tapez 24 48e moins un tiers et vous avez la valeur. Et là, bah, on veut la probabilité que y soit plus petit que 1,5. Donc on calcule grand f de y de 1,5. Donc ça fait 1,5 au carré, moins 4. Ok? Ça fait 9 quarts moins 4 aussi. Ça va? Oui, d'ailleurs, autant pour moi, c'est pas moins 4, c'est moins 2. Hein. Voilà. Je viens de vérifier, j'ai fait les calculs, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc c'est 9 quarts moins 2. Donc là, vous allez trouver en tout 1 sixième. Et ici, vous allez trouver 1 quart. Voilà, j'ai fait le calcul. C'est pour ça que vous avez certainement vu une petite coupure. 1 sixième et 1 quart. Et du coup, n'oubliez pas que nous voulons le produit des deux. Hein. Je rappelle qu'on veut la probabilité que x soit plus petit que 2,5 et que y soit plus petit que 1,5. Et on avait dit, donc, on avait dit que c'était grand f de x de 2,5 multiplié par grand f de y de 1,5. Donc ça fera 1 sixième multiplié par 1 quart, soit 1 24e. Voilà. Donc c'est tout petit.
Ça va? Allez, on a fini la partie 1. Alors, partie 2. Le vendeur vous dit également que Placarbo est assez bien positionné sur le marché pour la durée de vie de ses ordinateurs, qu'il estime en moyenne à 3 ans. Donc, gardez ça, cette information en tête. Vous savez que la durée de vie d'un ordinateur suit une loi exponentielle. Donc, je vais appeler x une variable aléatoire. Donc, on oublie le x et le y de la partie 1. Okay, donc, je vais appeler une variable x durée de vie des ordinateurs. Et on dit que x suit une loi exponentielle. Donc, moi, c'est une manière de noter. Alors, une loi exponentielle a 2 paramètres. On va noter petit a et petit b. Petit a, c'est l'espérance de x. Okay. Et petit b, c'est la borne inférieure du domaine de définition de x. Vous allez voir, vous inquiétez pas, vous allez voir. Sachant qu'une loi exponentielle, donc, appartient à l'intervalle b plus l'infini. Oui, je sais pas pourquoi je... Ok. Donc c'est ça le domaine de définition de x. Et jusque-là, bon, pour le moment, on ne connaît pas la valeur de b. Alors, est-ce qu'on connaît l'espérance? Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? On nous dit que la durée de vie, il l'estime en moyenne à 3 ans. La moyenne, c'est l'espérance. Et c'est quoi pour vous, là? Petit b représente quoi? Petit b, c'est la borne inférieure. Donc, c'est la durée de vie la plus petite. La durée de vie minimale. Mais, pour vous, c'est quoi la durée de vie minimale d'un ordinateur? On ne nous le donne pas, on ne nous le dit pas dans l'énoncé. Donc, on suppose que... Oui, on suppose que c'est 0. Ah oui, on est obligé. On nous aurait indiqué une durée de vie minimale, on aurait pris celle-ci, mais comme on ne nous la donne pas, on va supposer que c'est 0. Tout simplement. Alors, donnez la fonction de répartition. Donnez la fonction de répartition de x. On note comme ça, et je vous rappelle que c'est la probabilité que la variable soit plus petite qu'une certaine valeur. Bon, on sait que ça suit une loi exponentielle, vous devez connaître votre cours. La fonction de répartition d'une loi exponentielle, c'est 1 moins exponentielle de moins x moins b sur a. Voilà, là, je ne peux rien faire pour vous. Vous devez connaître votre cours. Alors, bien sûr, on va remplacer. Donc, 1 moins exponentielle de moins. Alors, b vaut 0. Donc, on aura x sur 3. Voilà. Calculer la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 6 ans. La probabilité que la durée de vie soit supérieure à 6 ans. Voilà, notation mathématique. Probabilité que la durée de vie, x, soit supérieure à 6. Le petit problème, c'est que je ne peux pas utiliser la fonction de répartition parce que la fonction de répartition me donne des probabilités inférieures. Et là, je dois être supérieur à 6.
Bah oui, mais la probabilité que ce soit supérieur à 6, c'est quoi? C'est tout, c'est-à-dire c'est la somme de toutes les probabilités, et on retire la partie qui est en dessous de 6. Je sais pas, je prends un exemple vraiment bidon. Imaginons que vous ayez comme ça, voilà, ça c'est votre fonction de densité. Votre fonction de densité. On veut que ce soit supérieur à 6. Imaginons que le 6, ce soit ici. Oui. Donc moi, je veux calculer toute cette aire-là. C'est ça que je désire. Eh bien, c'est tout. C'est toute l'aire qui est en dessous de la courbe, moins la partie qui est en rouge. C'est-à-dire P de x inférieur à 6. Vous êtes d'accord avec ça? Vous voulez le noir, vous prenez le rouge et le noir, donc c'est-à-dire toutes les probabilités, et vous enlevez le rouge. Donc ça, je peux dire que c'est la somme des probabilités, ça fait 1, moins la probabilité que x soit plus petit que 6. Et donc c'est 1 moins grand f de 6. Parce que là, je peux utiliser la fonction de répartition. Ça, il faut que vous maîtrisiez ce genre de choses. Et c'est vrai pour toutes les lois, d'ailleurs je le dis, c'est vrai pour toutes les variables continues, pour toutes les lois continues. Si vous voulez calculer un supérieur, vous faites 1 moins le inférieur. C'est toujours comme ça marche toujours. Pour les variables discrètes, il y a des pièges, mais pour les continues, pas de problème. Donc je remplace, ça fait 1 moins, attention, 1 moins exponentielle de moins 6 sur 3, moins 2. Attention, c'est 1 moins la grand F, 1 moins. Vous suivez, hein? Et donc vous allez trouver exponentielle de moins 2, ce qui fait environ 0,14. 0,14. Ok. Bien, mettez sur pause. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, j'ai tout effacé, ne vous inquiétez pas. On nous dit le vendeur vous informe que la garantie constructeur de ces ordinateurs est de 2 ans. Okay. Il essaie alors de vous vendre une extension de garantie avec un argument choc. Il affirme que la probabilité que votre ordinateur rende l'âme après 2 ans est d'environ 51%. Vérifiez que le vendeur dit vrai en calculant cette probabilité. Alors, on va reprendre son affirmation. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il affirme que la probabilité que votre ordinateur rende l'âme après 2 ans. L'ordinateur rend l'âme après 2 ans. Comment je peux traduire ça en termes de durée de vie? Puisque x, la variable x, c'est une durée de vie. S'il rend l'âme après 2 ans, la durée de vie, elle est comment? Elle est supérieure à 2. Ouais. Donc, probabilité que x soit supérieur à 2, et il nous dit que ça vaut environ 51%, soit 0,51 en décimale. Donc, je dois vérifier ça. Attention, ne l'affirmez pas, ça c'est ce que vous devez démontrer. P de x supérieur à 2, c'est tout simplement 1 moins P de x inférieur à 2. Ok. Donc si je veux quelque chose au-dessus de 2, je prends tout et j'enlève la partie qui est inférieure à 2. Donc je reprends l'exemple, c'est pas grave si je me répète. Ça fait toujours du bien. Donc si je veux supérieur à 2 ici, là, en noir, je prends tout et j'enlève la partie en rouge. Bon, je l'ai déjà expliqué avec le 6, donc je vais pas vous avez compris. Donc ça c'est 1 moins grand F de 2. C'est donc 1 moins 1 moins exponentielle de moins 2 tiers. Il faut remplacer dans la fonction de répartition. Donc il reste exponentielle de moins 2 tiers, et ça fait bien 0,51, enfin environ. 0,51.
Donc il dit vrai. Oui, là, comme on a vu le cas avec 6, ça coule de source maintenant. Ça ferait 0,49. Je dis parce qu'on va le retrouver dans la partie 3. Dans l'énoncé de la partie 3, on va retrouver ce 49%. Donc, je vous précise juste que ça vaut 1, 0. Et 1 moins 0,49, ça fait bien 0,51. Voilà. Ça va? Alors, on va d'abord lire un petit énoncé. Partant du constat que la probabilité qu'un ordinateur rende l'âme au cours de la période de garantie constructeur est de 49%, on retrouve le 49% qu'on vient de trouver. Donc ça veut dire qu'on est juste, on est bon. En fait, on vous donne le résultat là maintenant. Donc, la probabilité qu'un ordinateur rende l'âme au cours de la période de garantie, c'est 49%. Et sachant que le vendeur a réussi à en vendre 200 cette année, quelle est la loi du nombre d'ordinateurs vendus qui va rendre l'âme sous garantie? La loi du nombre d'ordinateurs. Alors, on a 200 ordinateurs. Okay, en fait, on fait une expérience. On a 200 ordinateurs. Et sur chaque ordinateur, on constate, soit il rend l'âme au cours de la garantie, soit il ne rend pas l'âme au cours de la garantie. Okay, donc, on a une expérience aléatoire ici qui est faite sur 200 ordinateurs. Je vais l'écrire en okay, donc on a une expérience aléatoire qui est faite sur 200 ordinateurs. Pour chacun, on observe s'il rend l'âme au cours de la garantie ou non. Okay. On a donc deux possibilités. Hein, on va dire comme ça. On a donc deux possibilités. Soit il rend l'âme avec une probabilité de 49%, soit il ne rend pas l'âme. Dans ces cas-là, on va l'appeler Q, c'est 0,51. Ok ? Donc soit il ne rend pas l'âme. Et on répète cette expérience 200 fois, parce qu'il y a 200 ordinateurs. Et donc pour chacun, on observe s'il rend l'âme au cours de la garantie ou non, deux possibilités, soit il rend l'âme, soit il ne rend pas l'âme. Et on répète cette expérience 200 fois. Bien sûr, on est d'accord que entre toutes les expériences sont considérées comme indépendantes. C'est-à-dire que le fait qu'un ordinateur rende l'âme ou non n'a pas d'impact sur le fait que le prochain rende l'âme ou pas. Vous comprenez ? Toutes les expériences sont indépendantes. Donc on répète cette expérience 200 fois. Les expériences sont indépendantes. Oh non, je vais rien dire. Je vais rajouter un truc, mais non. Dites-le comme ça. Donc les expériences sont indépendantes. Bon, vous pouvez mieux le dire, hein. Moi là je schématise un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ? Ça vous fait penser à rien, ça, comme expérience ? On répète 200 fois une même expérience de manière indépendante. Eh oui, nous avons une loi binomiale. Ça faisait longtemps. Et c'est ça la justification, en fait.
Donc, la loi, c'était quoi? Quelle est la loi du nombre qui va rendre l'âme sous garantie? Donc, on va l'appeler x. Et donc, x suit une loi binomiale de paramètres. Donc, je vous rappelle n et p. OK? Bien. Ah bah d'ailleurs, oui, j'ai pas vu, mais il y avait une petite phrase. On supposera ici qu'il n'y a pas eu de problème technique. Il y a donc indépendance dans les défaillances de ces ordinateurs. Ah bah oui, on vous le dit. OK. En même temps, c'est logique. Ah ouais, il aurait pu avoir des problèmes. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, ouais, enfin bon, on va pas compliquer les choses. Bon, c'est bien qu'il l'ait dit quand même. Alors, on nous demande par quelle loi peut-on approximer la loi du nombre d'ordinateurs vendus cette année qui va rendre l'âme sous garantie? Bah, la loi binomiale, elle peut s'approximer avec deux autres lois. C'est la loi de Poisson et la loi normale. Là, la loi de Poisson, sincèrement, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Surtout que si vous regardez la question qui vient juste après, la dernière, on vous demande la probabilité qui est moins de 80 ordinateurs. On va donc devoir calculer la probabilité que quelque chose est inférieur à 90. Avec la loi de Poisson, vous laissez tomber. Donc bien sûr, il faut penser tout de suite à la loi normale. Sauf qu'il y a juste une petite condition. Vous allez calculer n fois p. Donc vous allez faire 200 fois 0,49, ça fait 98. Et vous allez faire n fois q, c'est-à-dire 200 fois 0,51. Et vous allez tomber sur 102. Et vous devez absolument regarder que le minimum entre np et nq soit plus grand que 5. C'est-à-dire que la plus petite valeur doit être plus grande que 5. Bah, c'est OK. 98, c'est bien plus grand que 5. Donc, vous pouvez approximer par la loi normale. Attention, hein, j'insiste. Donc, c'est OK. Donc, mettez sur pause là, si vous n'avez pas tout copié. Donc, x peut être approximé par une loi normale. Alors, la loi normale, ses paramètres, oui, c'est NP et NPQ. Donc, quand vous approximez les paramètres de la normale, n'oubliez pas que c'est l'espérance et l'écart type ou la variance. Alors, attention, ici, NPQ, c'est la variance. Hein. C'est pas l'écart type. OK. Bon, NP, on l'a déjà calculé. Ça fait 98. Et NPQ, donc faites 98 multiplié par 0,51 et vous obtenez 49,98. J'ai donné la variance ici, hein, pas l'écart type. Vous prenez la racine carrée si vous voulez l'écart type. Et là, du coup, calculer la probabilité qu'il y ait moins de 80 ordinateurs qui rendent l'âme. Donc je veux la probabilité que x soit plus petit que 90. Alors, on doit utiliser la loi normale. Ça veut donc dire que nous devons utiliser la table de la loi normale. Pour pouvoir utiliser la table de la loi normale, c'est cool, il nous faut des inférieurs. Parce que la table ne lit que des inférieurs. Vous savez, la fameuse table, donc je rappelle ici. Hein. Donc là, vous avez le chiffre des unités et des dixièmes dans la première colonne. Et sur la première ligne, vous avez des centièmes, etc. Et à l'intérieur, vous avez les probabilités. C'est important de bien savoir lire la table. Donc, la valeur des probabilités se trouve à l'intérieur du tableau. Okay. Et ce tableau, la table qu'on vous donne, ne lit que les inférieurs. Voilà, il vous faut toujours quelque chose comme ça. Mais c'est pas tout, hein. Attendez. Donc là, c'est OK.
La deuxième chose, c'est que je ne peux pas travailler avec une loi normale, avec des paramètres comme ça qui sont spécifiques, qui sont bien identifiés. La table de la loi normale ne lit malheureusement que les lois normales dont les paramètres sont 0, 1. On appelle ça la loi normale centrée réduite. Donc avant de lire dans la table, je dois passer à ça, à une loi normale 0, 1. Alors comment on fait? Bien, regardez. On va appeler x'. Ce qu'on va faire, c'est que à x, on va lui retirer son espérance. Et on va diviser par l'écart type. Attention, c'est la racine. C'est la racine carrée. Et on pourra dire que x' suit une loi normale de paramètre 0, 1. C'est toujours comme ça. On retire l'espérance, on divise par l'écart type. Et retenez bien ça. Hein. Vous avez un calcul avec la loi normale. Ah, est-ce que j'ai du inférieur? Ah, il faut que je transforme ma loi normale en loi centrée réduite. Du coup, la probabilité va devenir, au lieu de x, j'aurai x', la loi normale centrée réduite. Mais attention, les modifications que j'ai appliquées à x, je dois les appliquer à 90. Parce que sinon, votre inégalité n'a pas de sens. On peut ajouter des choses, multiplier des choses de chaque côté, mais justement, il faut toujours le faire des deux côtés, sinon ça n'a pas de sens. Donc on fera aussi 90 moins 98 sur la racine carrée de 49, 98. Donc ça revient à calculer la probabilité que x' est plus petit que, vous tapez tout ça, et vous allez obtenir moins 1,13. Attendez. Première, deuxième, troisième. Enfin, la troisième, elle est logique, puisque... Le problème, c'est que la table de la loi normale ne lit que les valeurs positives. Supérieure ou égale à 0. Or, moi, j'ai une valeur négative, donc c'est toujours pas fini au niveau des modifications. Donc, vous avez 3 conditions en tout. Mais bon, la troisième, elle est un peu plus logique. Bon, comment je modifie ça? Comment je passe d'un nombre négatif à un nombre positif? Alors attention, c'est pas... faut pas simplement mettre moins moins. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais ce qui est formidable avec la loi normale, le fait que c'est une loi qui est symétrique, parfaitement symétrique autour de son espérance, on peut faire des changements qui sont assez cool. Regardez. Et après, je donne la formule générale. Je vais pouvoir dire que ça, c'est 1 moins la même chose, mais je peux mettre en positif. Le 1,13 devient positif. J'ai rien changé, j'ai juste enlevé le moins, et j'ai mis 1 moins devant. Ce qui veut dire que la probabilité que x soit plus petit que moins x, c'est 1 moins la probabilité que x soit plus petit que x. À connaître par cœur. Ou bien vous tracez un graphique et puis vous le repérez visuellement, parce que ça se repère visuellement aussi. Mais je ne veux pas vous embrouiller avec les graphiques. Certains n'aiment pas du tout ça, trouvent ça bien plus compliqué que d'apprendre des formules. Donc, est-ce que j'ai tout? C'est bon, j'ai du inférieur, j'ai une valeur positive et j'ai une loi normale centrée réduite. Je peux aller chercher le 1,13. Donc, le 1,13, vous allez aller le chercher sur la première colonne et la première ligne. C'est-à-dire que dans la première colonne, vous allez chercher 1,1. Et là, vous allez chercher 0,03. Et vous croisez les deux. Vous comprenez? 1,1, 0,03, vous croisez les deux. Et ça fait 0,8708. Donc 1 moins 0,8708. Ce qui fait 0,1292. Donc, attention, vous allez avoir un... Donc vous voyez ici, vous cherchez
le 1,1 et au-dessus. Vous arrêtez ici, 0,03. Ça va? Ça fait bien 0,8708. Ça va? Oui. Tranquille. Bon voilà, c'était tout pour ce sujet. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.